y a des amateurs de foot et il y a Clément d'Antibes. 277 matchs de l'équipe de France au compteur, 8 Coupes du Monde. Cette année, il reprend l'aventure pour un 7e Euro de football. Dans sa valise, le kit du parfait supporter. C'est là qu'il en a fait des Coupes du Monde. Il est allé en Allemagne, en Afrique du Sud, au Brésil, en Russie. Double sentiment là-dedans. Il y a un sentiment de joie, de bonheur. C'est un privilège de pouvoir le vivre. Mon 7e championnat d'Europe, certainement le dernier, parce que j'ai 73 ans quand même. Donc, je suis éternel, d'accord, mais là, je commence à vieillir un peu, c'est dur, les déplacements, tout ça. Seulement, les normes Covid sont contraignantes pour voyager et Clément ne pourra pas assister au France-Allemagne mardi. On ne sait pas trop comment ça va se passer avec ces mesures sanitaires, c'est le flou absolu. Je vois pour le dernier match qu'on a fait, le France-Bulgarie au Stade de France, nous étions 5000 invités par la Fédération française de football. Et pour pouvoir entrer dans le Stade de France, ça a été vraiment la galère monstre. Mais pas question de baisser les bras et les banderoles. Son 278e match sera le France-Hongrie samedi prochain. Ah, il est dans l'ambiance déjà. 30 minutes pour sauver 3 vies, c'est la bonne action qu'a choisi de faire Mohamed. Ce Marseillais est venu donner son sang à la collecte mobile installée jusqu'à samedi sur le Vieux-Port. Si ça peut aider d'autres gens qui en ont besoin, quoi, je veux dire, et moi ça ne me fait pas de mal, donc je ne vois pas ne pas le faire. Pourquoi ne pas le donner ou ne pas le faire? Le début de l'été est souvent synonyme de période creuse pour le don du sang, en raison notamment des départs en vacances. Mais cette année, les stocks sont particulièrement bas. La pandémie a entravé la collecte mobile. Il y a beaucoup d'entreprises dont les travailleurs n'étaient pas forcément disponibles sur le lieu de travail. Donc ça a appauvri un peu la collecte. Et puis bien sûr aussi les établissements d'enseignement supérieur. Les étudiants n'étaient pas là, ils étaient en téléenseignement. Et donc ça a mis fin à toutes les collectes d'enseignement de faculté. En PACA, 1000 poches sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins. Un objectif loin d'être atteint. Actuellement, l'établissement français du sang récolte entre 600 et 700 dons. Le reste est comblé par la solidarité des autres régions. Alors, on a vu aussi ces images de fêtes sauvages, de rassemblements. Alors, il y en a eu à Paris, mais il y en a eu aussi ce week-end du côté de Nice ou encore de Grasse. Il faut rappeler quand même que lorsqu'on est en extérieur, mais qu'on est dans une foule compacte, eh bien, là, il y a un risque de transmission, n'est-ce pas? Alors, c'est là où il faudrait mettre le masque, justement. C'est dans ces moments de rassemblement qu'il faut absolument comprendre que le masque est encore plus nécessaire que nulle part ailleurs. Et c'est vrai que ces moments de convivialité, le masque ne fait pas partie de la convivialité. Mais pourtant, c'est dans ces moments-là où il faut rappeler l'importance du masque actuellement. Alors le port du masque, il est particulièrement difficile à faire appliquer justement dans ce type de contexte, lors de fêtes, lors de soirées, et donc auprès des plus jeunes. Il y a la vaccination des adolescents qui va commencer demain, des plus de 12 ans. Est-ce que pour vous, ça c'est vraiment une bonne chose? Est-ce qu'il y avait urgence? Moi je pense qu'aujourd'hui, on a une vaccination qui tient la route. Pourtant, avec le collectif, nous avons alerté au début de la mise en place de cette vaccination qui ne nous paraissait pas la plus adaptée. Aujourd'hui, je pense qu'elle est adaptée. Je pense que si on veut se faire vacciner, on peut. Et c'est pour ça qu'avec l'ARS, on pousse aussi les équipes mobiles au pied des immeubles, dans les bus, pour pouvoir aller vacciner le plus grand nombre. De plus en plus de jeunes se font vacciner. À partir du 15 juin, on pourra se faire vacciner à partir de 12 ans. Je crois que la collectivité, le pays sera d'autant plus enclin à lever le masque que le nombre de personnes sera vacciné. Donc j'invite tout le monde à se faire vacciner. Et est-ce que vous ne craignez pas justement que cet été, on ait du mal à faire avancer cette campagne de vaccination? Parce qu'il y a l'épidémie qui reflue, il y a aussi le fait que les convaincus de la vaccination sont pour beaucoup déjà allés se faire vacciner. Est-ce qu'on ne risque pas d'atteindre une forme de plafond vaccinal? D'ailleurs, on le voit déjà dans beaucoup de grands centres de vaccination, il y a beaucoup de créneaux libres. C'est pour cette raison que moi je fais partie avec le collectif que nous animons pour essayer d'aller vers les gens. On a la capacité de pouvoir
rendre mobiles nos structures de vaccination. Et je pense que c'est très intéressant qu'on puisse se déployer dans les centres commerciaux, près des plages, près des bus. On peut créer, on peut mettre des tentes, on peut faire de la vaccination de proximité. Et je pense que c'est cette vaccination-là qui aura un effet pendant la période estivale où en effet on n'a pas très envie d'aller dans les centres de vaccination qui sont souvent des lieux pas très agréables. Alors, vous qui représentez des commerçants d'Antibes, est-ce que certains ont le sentiment ou se sont aperçus effectivement qu'ils avaient perdu peut-être une partie de leur clientèle qui, pendant les périodes de confinement, les périodes de couvre-feu, avaient davantage commandé sur Internet, ont peut-être pris de nouvelles habitudes et ne revenaient pas forcément dans certains commerces? Alors, je pense qu'il y a eu une perte effectivement de clientèle, mais quand même, on se rend compte que par exemple, quand on nous a rendu les terrasses, là au mois de, je ne sais plus quand c'était, d'ailleurs j'ai perdu la date. Le 19 mai. Le 19 mai, merci de me le rappeler. On a vécu une semaine, on s'est tous dit c'est Noël, on a vécu une semaine et on était heureux de retrouver, parce que je pense que beaucoup de nos clients quand même avaient envie de revenir chez son petit commerçant de quartier, parce qu'encore une fois, c'est ce qui fait vivre une ville et c'est important de garder ce dynamisme, mais je sais aussi que beaucoup d'habitudes ont été prises de commander sur Internet, mais c'est pas un vrai problème, ça, c'est pas un vrai problème. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites qu'il y a une forme d'euphorie, oui. Et là, c'est quoi? C'est en train de retomber? Un petit peu. Le soufflet est en train de retomber un petit peu. De nouveau, là, c'est assez mou. Il n'y a pas une fréquentation extraordinaire. Alors, je ne vous parle pas des centres commerciaux parce que je n'ai pas de remontée du tout, mais là ça s'est un petit peu calmé. Alors on attend bien sûr le début des vacances et on se dit que beaucoup de Français vont rester en France pour ces vacances encore cet été. Il y a encore trop de difficultés à partir à l'étranger, donc je pense qu'on va encore bénéficier cet été comme l'été dernier de cette manne de Français qui viennent dans nos régions. Oui, et puis il y a quand même les soldes d'été qui arrivent le 30 juin. Et il y a quand même les soldes d'été le 30 juin, voilà. Donc, et comme peut-être pendant l'hiver on était encore un peu plus dans la crise sanitaire, alors peut-être que beaucoup de gens n'ont pas fait les soldes cet hiver, peut-être qu'ils apprécieront davantage les faire cet été. J'imagine que c'est le pari que vous faites. C'est exactement le pari que l'on fait. Alors, et après ces soldes, nous, on organise aussi une jolie braderie l'avant-dernier week-end du mois d'août à Antibes. D'accord. Pour continuer à faire plaisir à tout le monde, et aux commerçants et à nos clients. Alors, est-ce que cette crise, elle n'a pas été aussi l'occasion pour certains commerçants de se réinventer un peu, d'inventer de nouvelles pratiques? On a vu beaucoup de click and collect, beaucoup de nouvelles choses pour justement... capter tous ceux qui allaient faire des achats en ligne. Est-ce que ça, vous avez le sentiment que ça a fonctionné et que ça va s'installer dans le temps? Alors, j'espère que ça va fonctionner dans le temps. Que ça ait fonctionné pour le moment, je ne crois pas, parce que nous, commerçants, on n'est pas toujours très doués avec toutes ces... l'informatique, être sur les réseaux, le click and collect, c'est énormément de travail. Mais je pense qu'on a compris néanmoins, et j'espère qu'on va tous avoir bien compris, qu'on avait besoin aussi d'utiliser ces moyens à la mode pour pouvoir continuer de travailler, parce qu'on n'est pas à l'abri d'autres périodes de confinement. Je ne le souhaite pas du tout quand je dis ça, mais il faut être un peu factuel. J'espère pas. Mais oui, je pense que les mentalités ont évolué, et même chez les commerçants, on se remet en question, on se pose des questions, et comment avancer, en tout cas, avec ce qui se pratique aujourd'hui. Profiter à nouveau de la mer et de la plage. À Nice, les personnes en situation de handicap peuvent se baigner. Fred est un habitué. Depuis des années, il profite de cette sensation de liberté dans une eau à 23 degrés. Elle commence à être moins fraîche et du coup on peut profiter sans regarder, sans faire attention au temps qu'on passe. C'est vraiment très agréable. Grâce à ces fauteuils, ils peuvent rouler jusqu'à la mer et remonter sur la dalle de béton. Oui, heureusement. Sinon, c'est trop dur pour marcher, pour descendre. Et pour descendre et pour sortir. Pour rentrer dans l'eau, pour sortir. Ouais. En plus de pouvoir aller dans l'eau, cette plage permet également aux personnes en situation de handicap d'échanger avec les autres et avec les handiplagistes. Les handiplagistes sont vraiment adorables avec nous. Ils sont constamment à notre disposition. Et le lieu ici, c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage. Et on oublie toutes nos différences. Cette plage de Caras est accessible aussi aux personnes qui ne peuvent pas marcher sur les galets de façon autonome. Elle permet aussi à des personnes qui aujourd'hui ont des difficultés pour marcher, à des personnes âgées qui n'osent plus venir se baigner,
de savoir qu'elles peuvent venir ici. Il y a des fauteuils amphibies qui permettent à ceux qui ne marchent pas d'aller dans l'eau, mais il y a aussi des handiplagistes qui conduisent ces fauteuils, mais aussi qui prêtent leurs épaules pour permettre aux personnes qui ont ces difficultés-là de se baigner, voire de se rebaigner, chose qu'elles ne faisaient plus depuis des années. Cette année, la dalle de béton a été agrandie pour laisser plus d'espace aux personnes à mobilité réduite. Autre nouveauté, la plage ouvrira plus longtemps, 4 mois de baignade jusqu'au 15 septembre. En face du soleil, toujours. Comme à la maison, ou presque. Ce matin, Julia, Sandra et Mélissa s'offrent une séance de bronzage au bord de la piscine. Une journée de détente comme les autres, à un détail près, cette piscine ne leur appartient pas. Ils sont chez Ida et testent la location de piscine entre particuliers. J'avais envie de me rafraîchir un peu avec des amis et on voulait sortir un peu du contexte de la plage et d'avoir des voisins autour, les serviettes collées à la nôtre. C'est vraiment une bonne alternative. C'est aussi avoir accès à une piscine à faible coût, entre guillemets. Donc j'y vois que des avantages, entre amis ou en famille. Ce bon plan, Julia l'a déniché sur l'une des plateformes qui propose de mettre en relation propriétaires et locataires de piscines sur Internet. Sur le modèle des locations d'appartements, l'idée est toute simple, encore fallait-il y penser. Si vous êtes propriétaire d'une piscine, vous pouvez la louer à une famille, à un groupe d'amis, pour des événements, pour une après-midi ou une journée. Et si vous êtes particulier, vous pouvez aller vous baigner dans la piscine d'un propriétaire, voilà, le temps d'un instant. Nous, on est l'intermédiaire, vraiment une plateforme qui permet la mise en relation entre le propriétaire et le locataire. En tant que plateforme, on a une assurance qui couvre les propriétaires et les locataires en cas de problème lors de la location. J'ai des demandes d'informations, donc je leur dis exactement s'il y a du vis-à-vis, certains me demandent s'il y a du soleil, certains me demandent s'il y a des tables, s'il y a un barbecue, et à leur convenance, et puis une fois que c'est bon pour eux, ils font la réservation, j'accepte la réservation. Et ensuite, ils ont mon numéro de téléphone et ils m'appellent. On est présent dans la maison, on va dire. Ensuite, on les laisse passer la journée tranquillement dans la piscine. Mais on est là au cas où ils ont besoin de quelque chose. On est discret, mais on est là. Après les périodes de confinement, la clientèle se tourne volontiers vers ces espaces extérieurs pour se faire plaisir. La Côte d'Azur n'échappe pas à ce phénomène très en vogue. Clairement, il y a une vraie demande. Nous, aujourd'hui, on a quand même 125 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme et on a 2000 piscines actives à peu près. Oui, tout à l'heure, j'étais chez un propriétaire de piscine et dans les 2 heures où j'étais avec lui, il a reçu 10 demandes. Bon, alors, étalé sur 3 jours, mais en fait, il me dit, mais c'est un business, quoi, j'en reçois tout le temps. Le prix est fixé par le propriétaire. Des tarifs à la journée, entre 15 et 100 € selon la durée, les prestations et le nombre de personnes. Et à ce prix-là, nul doute que cet été, les plongeons seront nombreux. La vaccination pour son fils Valentin, âgé de 15 ans, Jean-Marcel l'attendait avec impatience. Je trouve que c'est quand même très important que les jeunes se fassent vacciner pour éviter de passer par où je suis passé, donc voilà, parce que je reviens de très loin. En février dernier, le papa contracte le virus et développe une forme grave qui le conduit jusqu'en réanimation. Toute la famille est sous le choc. Ils étaient obligés donc de me mettre dans un coma artificiel, m'intuber. Après, pendant 1 semaine, je suis resté dans le coma. J'ai été après en soins intensifs pendant 2 semaines. C'est le pire moment de ma vie, j'ai jamais été comme ça de ma vie, franchement. Le vaccin, ça nous protège. Direction une petite école du centre-ville de Saint-Laurent-du-Var pour la vaccination de Valentin. Alors, première ou deuxième vaccination ? Première vaccination, c'est pour mon fils. Compte tenu qu'un seul des 2 parents est présent, oui. Ça signifie qu'en fait, vous attestez, vous vous engagez sur la volonté de ta maman, oui, qu'il soit vacciné. Tout à fait. D'accord ? Lors de l'entretien, le parent accompagnateur doit obligatoirement présenter une attestation signée des 2 parents. On vérifie aussi le consentement du mineur. L'enfant est interrogé pour quand même recueillir son consentement sur la vaccination, on lui explique le déroulé de la vaccination. Il peut poser des questions au médecin, à l'infirmière. On a peu d'enfants qui nous disent je vis dans une famille où j'ai des grands-parents à risque ou quoi que ce soit. C'est vraiment la question vacances pour l'instant qui motive cette demande de vaccination. Pensez à quelque chose de sympa, les copains, le hand de ce soir. Ça va ? Ouais, ça va. Alors ? C'est fini déjà ? Bah ça n'a pas fait du tout mal. Et comme Valentin, d'autres adolescents ont fait le choix de se rendre dans ce centre de vaccination. On ne s'attendait d'ailleurs pas à autant de personnes. Entre 20 et 30 mineurs ce matin. Je pense qu'on sera au-dessus de 30. C'est pas mal sur les 500 au total que nous avons d'inscrits aujourd'hui. Prochain rendez-vous pour Valentin dans 6 semaines. En attendant, ça ne l'empêchera pas d'aller jouer au handball dès ce soir.
Ils sont les garants de la bonne qualité de l'eau des plages de Menton. Chaque été, 2 bateaux comme celui-ci traquent les déchets en surface, au plus près des plages, jusqu'à 300 mètres au large. La saison passée, on a récupéré près de 70 mètres cubes de déchets sur toute la saison. À noter qu'il y a 2 bateaux tous les jours, du 15 juin au 15 septembre, de 7h à 17h30. Donc les déchets vont vraiment tous s'emmagasiner dans le sac à patates, sac jaune. Alors on trouve tout type de déchets d'origine humaine et d'origine naturelle. Donc d'origine naturelle, on trouve des morceaux de bois, on trouve des algues, des végétaux principalement. Et puis pour ce qui est d'origine humaine, malheureusement, on trouve une grande variété de déchets, des mégots de cigarettes, des plastiques, des canettes. Mais la mission ne s'arrête pas là, le bateau est aussi en mesure d'oxygéner l'eau pour venir à bout de certaines pollutions légères comme les pollens en surface. Les déplacements en mer sont aussi l'occasion d'effectuer des prélèvements d'eau. Donc les prélèvements, on est mobilisable sous 1 heure et ensuite l'analyse se fait sous 3 heures. Donc sous 4 heures, allez 4h30, 5 heures en fonction du trajet pour emmener les échantillons au laboratoire, on est en mesure de fournir aux communes des qualités d'eau de baignade. La propreté se joue aussi sur la plage où le sable est passé au crible par cet engin tous les matins. L'objectif, conserver cette belle plage. Tout cela a un coût pour la ville de Menton, 170 000 € à l'année. C'est essentiel si nous voulons recevoir dans les meilleures conditions les touristes et être attractifs dans ce but-là. Il faut qu'on se doit d'avoir des plages exemplaires. Jusqu'à fin septembre, 30 saisonniers supplémentaires complètent ce dispositif d'entretien du littoral. Tout d'abord, on le sait, les ados ne font pas de forme grave du Covid-19, sauf cas exceptionnel. Alors, tout simplement, pourquoi vacciner les ados? C'est une très bonne question, en fait. Ce qu'il faut comprendre, il y a un intérêt individuel quand même pour les ados. Ce n'est pas de les protéger contre une forme grave, comme vous venez de le dire, mais de pouvoir reprendre une vie normale à un moment, c'est-à-dire retourner en milieu scolaire sans être obligé de porter un masque, retourner en milieu scolaire sans être, avoir une distanciation imposée, pouvoir retourner aussi en vacances, voyager, aller dans certains spectacles. Il y aura besoin de ce fameux pass sanitaire dont on a déjà parlé de nombreuses fois. Mais je pense que l'intérêt aussi pour les enfants et les adolescents, c'est de pouvoir retourner voir leurs grands-parents, de retourner voir des personnes les plus fragiles. Et là, c'est un argument supplémentaire aussi pour dire pourquoi ils doivent se vacciner. Il y a un côté peut-être intéressant individuel, moins marqué que chez les adultes, en termes de prévention de maladies, mais il y a un intérêt collectif qui est très évident. Il ne faudra pas quand même qu'on l'oublie, qu'on leur demande quand même de se faire vacciner aussi pour protéger les autres. Oui, parce que la vaccination, c'est vraiment quelque chose de collectif. Il s'agit de casser les chaînes de transmission, puisque on entendra tout à l'heure un virologue qui nous explique que finalement, il ferait mieux de se contaminer entre eux pour atteindre une forme d'immunité chez les plus jeunes. Ça, c'est discutable dans le sens où ce que l'on souhaite aussi, c'est interrompre rapidement, comme vous l'avez dit, cette chaîne et notamment empêcher la circulation ou l'apparition de nouveaux variants. Et la vaccination peut y contribuer. On voit quand même que le variant Delta ou indien remonte un tout petit peu en Angleterre avec un vaccin qui a été utilisé qui est probablement un peu moins efficace. Le vaccin AstraZeneca. Exactement. Oui, et d'ailleurs, ce matin, l'épidémiologiste Pascal Crépet disait que le variant indien allait devenir majoritaire en France. Pour lui, c'était une certitude. Alors, dans ce genre de situation, il faut être prudent avec nos affirmations, mais c'est une crainte légitime. Oui, puisque ça, c'est vrai. On peut peut-être expliquer le principe qu'en fait, quand un variant est plus contagieux qu'un autre, eh bien, fatalement, il prend la place de l'autre. C'est ce qu'on a vu avec le variant anglais. Et ça ne veut pas dire que ça va évoluer comme ça. Parce qu'il y a une chose très importante entre le virus historique qu'on avait eu au départ, puis l'apparition du variant anglais. Effectivement, comme vous l'avez parfaitement dit, il a pris la place parce qu'il était plus contagieux, pas forcément plus agressif, mais plus contagieux. Donc il a occupé la place, mais on n'avait pas la vaccination à l'époque. Là maintenant, on a un paramètre supplémentaire et positif, c'est cette campagne de vaccination qui s'étend de plus en plus et qui va freiner aussi la circulation du virus. Et on espère, mais ça c'est pas une certitude, que ça va empêcher le variant Delta ou d'autres d'apparaître. Mais ça nécessite une surveillance. Je ne serai pas aussi affirmatif, mais je serai très prudent quand même. Et d'ailleurs, le variant Delta est déjà installé dans plusieurs régions de France. Exact. Notamment dans l'Est. Est-ce que pour vous, la campagne de vaccination va assez vite? Aujourd'hui, chez les adultes, l'ensemble des adultes, on est à 58% de primo-vaccinés, donc de gens qui n'ont reçu que leur première injection et ne sont que partiellement protégés. Va-t-on assez vite? Alors, on aimerait aller plus vite, mais on a été freiné pendant un moment par l'approvisionnement
en vaccins. Les vaccins sont arrivés, on voit qu'aussi que le vaccin qu'on va nous proposer a une conservation qui sera plus simple qu'une forme congelée. Donc ça aussi, ça va favoriser la diffusion du vaccin, et pas du virus, du vaccin. Puis il y a aussi de plus en plus de médecins, infirmières, vétérinaires, beaucoup de gens qui sont capables de vacciner. Donc je pense que cette accélération va se faire. On avance bien. Je pense qu'on a rattrapé notre retard, qui était le réel au départ, sur d'autres pays européens. Et quand on compare aux États-Unis ou au Royaume-Uni, c'est vrai qu'on était très en retard. Mais on voit bien que cet écart s'est nettement rétréci et qu'aujourd'hui, la France est sur une excellente dynamique. Alors aujourd'hui, on n'a plus de problème de doses. Effectivement, les doses arrivent et à un rythme soutenu maintenant. Mais est-ce qu'on ne risque pas, à l'inverse maintenant, d'avoir un problème d'adhésion à la vaccination? C'est-à-dire que ceux qui étaient convaincus dès le départ qu'ils voulaient se faire vacciner, ils l'ont fait, quasiment tous. Ben oui. Et qu'on va arriver à une sorte de plafond vaccinal. Comment va-t-on faire pour augmenter la proportion de la population vaccinée? C'est sûr que l'énergie qu'il va falloir mettre pour convaincre, entre guillemets, pour rassurer les dernières personnes qui ont encore des craintes ou qui se posent des questions, c'est sûr qu'il va falloir mettre encore plus d'énergie pour gagner encore quelques personnes à vacciner. Mais je crois que ça passe par l'information, c'est tout. On a de plus en plus d'informations et sur l'efficacité et sur la tolérance. Donc ces informations sont diffusées, elles sont maîtrisées dans le monde entier, il y a des études de partout. Et ces informations sont relayées en temps réel, quasiment. Vous les avez aussi vite que la communauté médicale et la population aussi. Donc il n'y a aucune ombre dans l'information. Et ça, il faut que les gens le sachent. Quand on a un doute, il est exprimé très vite. Alors, ça passe par l'information, mais est-ce que ça passe pas aussi par la médecine de ville? Est-ce qu'il n'y a pas une urgence à ce que l'on trouve le moyen de développer la vaccination avec les vaccins ARN, Moderna, Pfizer, en médecine de ville, dans les cabinets de médecins généralistes? Je le pense fortement. Les médecins sont dans les starting blocks pour le faire. Ils ont voulu le faire avec un vaccin qui était plus facile à conserver, qui était le vaccin AstraZeneca, mais on a vu que ça a réduit la population qui était disponible, puisqu'on ne faisait pas. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a très peu d'injections avec AstraZeneca en France. Je pense qu'à terme, le vaccin AstraZeneca ne fera plus partie de notre arsenal. Et le vaccin Pfizer posait un problème de conservation. Je reviens là-dessus. Moins 80 degrés, puis moins 20 degrés, puis au frigo. Pendant quelques jours, ce n'était pas facile pour les médecins. Mais on va avoir à disposition des vaccins qui seront plus facilement conservables, donc plus facilement utilisables par les médecins en ville. Et je pense que ça va se faire dans les semaines qui viennent. Un grand ciel bleu ensoleillé et une mer calme, les conditions sont idéales pour profiter d'une sortie en bateau. À l'approche des vacances, cette patrouille de la gendarmerie renforce ses contrôles en mer. S'il n'y a pas de flamme, il n'y a pas d'activité. Inspection des papiers et de l'ensemble du matériel pour ce groupe d'amis venus faire du wakeboard, mais pas d'amende. Après, la ligne, elle n'est pas réglementaire. Il faut un largage rapide. Une présence pédagogique autant dissuasive que répressive auprès de plaisanciers parfois peu expérimentés, comme ce bateau, naviguant trop vite dans la baie de Cannes. On va contrôler le bateau, les papiers. La vitesse était un peu supérieure, ça reste correct. Des contrôles pour les touristes, mais aussi pour les professionnels, plutôt bien reçus par ce moniteur de plongée. On se retrouve régulièrement avec des hélices qui nous passent sur la tête. Grâce aux gendarmes nautiques qui sont là et qui assurent la surveillance, on a une certaine perception du bonheur en sécurité. Même sans panneau de signalisation, le respect de la réglementation est primordial pour la cohabitation entre tous les occupants de la mer, selon Thomas Herrera, chef commandant adjoint de la brigade d'Antibes. On fait en sorte que tout le monde puisse naviguer en sécurité et que tout le monde respecte un minimum les règles de sécurité de navigation sur l'eau. En cas d'infraction au code maritime, la contravention peut s'élever jusqu'à 3 500 € d'amende et une suspension de permis. Il est strictement interdit de fumer sur la plage. Il faut aller au niveau de la digue si vous souhaitez fumer. Le message est clair. Ici, comme sur toutes les plages surveillées de Marseille, il est désormais interdit de fumer. Une réglementation plutôt bien perçue par les Marseillais rencontrés ce matin sur la plage des Catalans. Je me dis au niveau de l'hygiène aussi, ne pas se balader sur la plage, être confronté à un mégot tous les 2 mètres, même pour les enfants, pour les familles, pour tout le monde, c'est hyper important. Je trouve que c'est une très bonne initiative. J'ai vu qu'en vapotant, ça faisait un gros nuage de fumée. Et donc naturellement, j'ai été demandé au maître nageur si je pouvais vapoter et apparemment non. Et je trouve que c'est bien en fait. Je fumais 2 paquets et depuis que je suis à Marseille,
vu que je viens souvent à la plage, tout ça, les trajets, tout ça, là, de là jusqu'à là-bas, ça me saoule. Ça me saoule, du coup, je fume beaucoup moins. Diminuer la consommation de tabac sur le littoral marseillais, c'est l'objectif à long terme de la municipalité. Pour l'heure, plus de prévention que de répression. Tout ça, ça va prendre du temps. On va se donner un temps de pédagogie pour expliquer quels sont les impacts de la cigarette. La véritable verbalisation n'interviendra que plus tard, quand nous aurons fait tout ce travail de sensibilisation, ce travail sur le fond, cette approche qui se veut aussi une approche humaine, en plus d'être une approche environnementale. À Marseille, 100 000 mégots sont jetés par terre toutes les heures. Comme vous pouvez le voir derrière moi, certains ont déjà anticipé la mesure et ont retiré leur masque, car il fait encore très chaud à cette heure-ci. Le Premier ministre l'a donc annoncé. La situation sanitaire s'améliore et s'améliore même plus vite que prévu. La France est repassée sous la barre des 2000 malades du Covid hospitalisés dans les services de réanimation. C'est une première depuis la mi-octobre de l'année dernière. Le nombre de nouveaux cas baisse également, aux environs de 3000 contre 15 000 le mois dernier. Et c'est tout ça qui a encouragé finalement le gouvernement à alléger les mesures. Le port du masque donc, qui ne sera plus obligatoire à partir de demain en extérieur. Il faudra tout de même rester vigilant, ne pas hésiter à le ressortir s'il y a beaucoup de monde autour de vous, par exemple dans les ruelles du Vieux-Nice ou sur les marchés. L'autre grande annonce, c'est la fin du couvre-feu. Il reste maintenu jusqu'à samedi 23h et puis dimanche, vous pourrez vous balader sans regarder votre montre. Des mesures plutôt bien accueillies ici à Nice. J'ai déjà anticipé, ça me paraissait assez logique vu les résultats, les derniers chiffres. Étant vaccinée, ma famille aussi, du coup le masque en extérieur pour moi me paraît complètement aberrant. C'est cool, hein. Moi je suis contente. Avec la chaleur et tout, ça devenait lourd, quoi. On va pouvoir remettre du rouge à lèvres et en profiter. Est-ce que c'est pas trop tôt? Une pandémie, ça dure 3 ans. Je suis pas d'un naturel pessimiste, mais je suis prudente. Vraiment, l'été, on a envie de se retrouver, de vivre un peu et c'était attendu et donc on est content que ce soit avancé. Et se dire on rentre quand on veut, quand on a envie. Et ici, on profite de ce dernier jour avec ou sans le masque, en musique, avec un petit concert juste derrière moi. Nous les pompiers, mais combien de temps arriver d'après vous? 10 minutes. 10 minutes, magique, parfait. On a environ 10 minutes d'intervention. C'est ce que nous donne le délai légal, être environ dans les 10 minutes. Si jamais une personne reste 10 minutes sans être massée, elle aura perdu combien? 70% de ses capacités. Agir au plus vite, c'est le message simple que rappellent les pompiers aux passants. Pour s'en convaincre, un exemple récent, le joueur danois Eriksen en plein malaise cardiaque lors d'un match de football. Vous avez vu qu'il est en vie aujourd'hui, en bonne forme, qu'il est en visio avec ses camarades. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de temps perdu. Il a eu 23 secondes pour que soit débuté le massage cardiaque et la défibrillation a suivi. L'atelier du jour a rencontré un franc succès et justement les participants ont parfois peur de mal faire ou de ne pas être légitimes pour débuter le massage cardiaque. Déjà, on essaye de dédramatiser la situation et de dire que c'est accessible à tout le monde d'appuyer au milieu de la poitrine. On essaye de leur montrer la facilité d'un geste de secours. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande aux gens, c'est qu'ils ne réfléchissent pas. Ils voient une personne qui est allongée par terre, qui est inconsciente, qui ne respire pas ou qui respire très très mal, ou ils ont un gros doute, ils appuient au milieu de la poitrine vite et fort. C'est une très bonne idée et je pense qu'il faudrait le faire partout. Oui, ça peut sauver une vie quand même. Ça sauve une vie, c'est très important. Un travail de fond essentiel pour faire du témoin le premier maillon de la chaîne de secours. En France, le taux de survie à un arrêt cardiaque n'est que de 7% environ, alors que des pays nordiques atteignent les 30% grâce à une population mieux formée. Je pense que ne l'avoir jamais fait, avoir peur de mal faire, reste encore un gros frein. Et dès lors qu'on a eu les premières sensations de massage sur des mannequins, une initiation des gestes et des bons gestes, on peut augmenter les taux de succès et les chances de survie. Le numéro universel d'urgence reste le 112. Depuis peu, une application appelée Staying Alive permet de porter secours à proximité en cas de besoin. On l'a vu il y a quelques jours, il y a ce joueur de foot danois, Eriksen, qui a fait un accident cardiaque pendant un match. Donc évidemment, ça a donné lieu à des images terribles. Mais ça a aussi eu
un bon côté, si l'on peut dire, c'est que ça a ramené ce sujet sur le devant de la scène. Ça a rappelé finalement que peut-être trop peu d'entre nous aujourd'hui étaient formés aux gestes de premier secours. Oui, c'est toujours le problème. Les gestes de premier secours, c'est encore un défaut en France. Il faut qu'on améliore ça. Avec le sujet qu'on vient de voir, effectivement, on voit qu'il y a des actes de prévention qui sont faits, mais il faut passer à l'action. Et aujourd'hui, il y a des solutions dans les formations. Les gestes qui sauvent, qui sont une initiation de 2 heures, donc en 2 heures, on peut déjà arriver à faire quelque chose de très correct. Et puis le PSC1, le premier secours civique de niveau 1, qui permet de se former en une journée au premier secours. Alors là, on le voyait dans le sujet, il y a quelque chose qui revient souvent, les gens ont peur de mal faire, c'est-à-dire de voir un geste dangereux. Peut-on avoir un geste dangereux lorsqu'on improvise un massage cardiaque? C'est toujours la peur et la crainte des gens, hein. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le cerveau, finalement, il faut qu'il soit irrigué et qu'à un moment donné, le geste premier, c'est de masser. Si notre cerveau, enfin notre cœur n'est pas massé, le cerveau ne sera pas irrigué. Donc il n'y a pas de mauvaise chose de masser quoi qu'il arrive. Effectivement, et je vais être un peu peut-être violent, mais on cassera une côte, on cassera un os peut-être, mais en tout cas on sauvera la vie de la personne. Alors ça veut dire que ce soir le message à envoyer, c'est que même si pour l'instant on n'est pas encore formé au premier secours, si quelqu'un fait un accident cardiaque, on peut quand même masser, il faut quand même toujours mieux masser que ne rien faire, même si on n'est pas correctement formé. Oui, on le voit que de toute manière, c'est le massage, et on l'a vu aussi, mais bon, c'était quand même des professionnels qui l'ont réalisé sur le match de foot dont vous avez parlé. Mais globalement, quand on intervient très très vite, on a plus de chances de sauver la personne, c'est un fait. Et aujourd'hui, on a vu, il y a des applications aussi qui existent pour aider les personnes à masser, même si elles ne sont pas totalement formées. Et puis, bien évidemment, rejoindre des formations de premier secours, comme on dispense à la protection civile, par exemple. Oui, alors comment ça se passe? Si demain, moi, je veux faire une formation de premier secours, bon, par exemple, j'habite pas au bord de la plage, je peux pas aller le faire à Cannes. C'est quoi la solution la plus simple pour le faire? Il y a une solution simple. Pour nous, à la protection civile, on a un site internet national, une plateforme, formation au pluriel .protection-civile.org, qui permet de repérer très rapidement une formation près de chez soi. On s'inscrit en ligne et puis on rejoint un centre pour faire une formation. C'est hyper rapide, ça prend quelques secondes et c'est utile, vous l'avez dit. C'est toujours gratuit, on imagine? Non, c'est pas toujours gratuit, les formations au premier secours, c'est important de le savoir, notamment pour nous, association agréée de sécurité civile. On est une association agréée de sécurité civile avec des bénévoles, donc pour payer nos tenues, pour payer notre fonctionnement. Votre travail de bénévole. Voilà. Et puis c'est payant. Alors c'est la formation PSC1, c'est variable, mais c'est autour d'une 60aine d'euros. Et puis l'initiation aux gestes qui sauvent, par contre, la formation de 2 heures peut être dispensée de manière gratuite ou beaucoup moins chère selon ce qu'on veut faire, ou dans les écoles par exemple, ou dans les organismes scolaires. Alors justement, dans les écoles, il n'y a aucune limite d'âge pour se former au premier secours? Sur l'initiation aux gestes qui sauvent, on peut commencer assez tôt, autour d'une dizaine d'années, on peut commencer à se former. Après, c'est sûr que si on commence à vouloir aller plus loin dans les niveaux de secours, forcément, il va falloir avoir un âge un peu plus avancé. Alors, il y a le massage cardiaque, évidemment, mais est-ce qu'on apprend d'autres gestes dans ces formations? Oui, dans l'initiation aux gestes qui sauvent, donc la petite formation de 2 heures, on a des gestes qui sont liés un petit peu à ce qu'on a connu en France assez récemment, à savoir les attentats, donc des gestes qui étaient un peu bannis jusqu'à maintenant, comme par exemple le garrot. Voilà, donc on apprend dans l'initiation gestes qui sauvent. L'idée, c'est de pouvoir avoir un maximum de personnes initiées pour pouvoir agir vite dans ces cas-là. Et puis, dans les formations au premier secours de niveau 1, par exemple, là, on arrive à d'autres gestes, comme des méthodes qu'on connaît. Si on s'étouffe, par exemple. Voilà, exactement, d'autres méthodes. Voilà, ça dure 7 heures, donc forcément, on a plus le temps de former. D'accord. Une dernière question sur le massage cardiaque que je n'ai pas pensé de vous poser. Comment repérer les symptômes quand on n'est pas médecin, évidemment? Comment repérer qu'une personne s'apprête à faire un malaise cardiaque? Je pense par exemple aux symptômes qui peuvent en plus beaucoup différer entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a des gestes, il y a des signes avant-coureurs? Le signe avant-coureur, non, c'est très rapide. Si vous tombez sur un cas comme ça, vous allez le savoir très rapidement. Évidemment, l'inconscience, c'est un premier cas. Et puis le fait de ne pas forcément respirer. On peut être aussi en arrêt cardiaque et en respirant aussi. Donc ça peut être identifié. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut masser quand il y a un arrêt cardiaque. Donc c'est la règle de base. Vous habitez le quartier? Oui. Vous avez l'eau coupée? Oui. Allez. Allez, ouvrez le coffre. Je mets d'accord parce que le coffre, déjà, je suis allée faire mes courses en attendant parce que j'étais là à 9h. C'est comme par famille, hein? D'accord, c'est bon. Il assure la distribution d'eau potable dans le quartier de l'Observatoire.
Ce mercredi matin, Jean-Claude donne à chacun des riverains 6 bouteilles d'eau minérale. Durant 24 heures, certaines zones de la métropole seront privées d'eau potable en cause des travaux de la régie Eau d'Azur pour augmenter la capacité des réservoirs. La Générale des Eaux, Eau d'Azur, est en train de rénover un capteur d'eau en haut pour passer la capacité de réserve à 7500 mètres cubes, ce qui est énorme. Et de ce fait, ils ont dû couper l'eau depuis ce matin 9h jusqu'à demain matin 9h. Pour ne pas manquer d'eau, les habitants de ces quartiers ont pu se fournir aux points de distribution, comme ici, au col des 4 chemins. C'est surtout pour se laver et la vaisselle, éventuellement cuire des choses aussi, les pâtes, voilà. Je fais des provisions d'eau quand même, mais bon, pour se laver les mains, je me suis levée avant. Dès 9h ce matin, les premiers riverains sont venus chercher leur pack. Certains avaient encore de l'eau à 11h, mais ils sont venus pour anticiper après l'appel de la régie Eau d'Azur. Pour être certaine qu'on ne soit pas embêté avec tout ça. Ne serait-ce qu'un pack d'eau. Les communes touchées, Nice, Villefranche-sur-Mer, La Trinité, Èze ou encore Cap-d'Aille pourront retrouver un réseau d'eau normal demain à 9h. C'est un cadre idyllique. Pourtant, ce mercredi, sur les plages du Prado, l'heure n'était pas au farniente. Plus de 300 demandeurs d'emploi se sont succédés pour la 3e édition du Crépitour. Un rassemblement organisé par les clubs régionaux d'entreprises partenaires de l'insertion. L'objectif, repérer des candidats en dehors des circuits de recrutement classiques. Ils se présentent avec des CV et puis ils rencontrent les recruteurs et on espère que ça va matcher. Les années précédentes, on a eu jusqu'à 50% de candidats qui ont trouvé une solution à l'emploi ou à la formation. Une aubaine pour les demandeurs d'emploi malgré le contexte sanitaire. C'est vraiment génial parce que ça permet à tous les jeunes de trouver un travail et c'est beaucoup plus facile parce que déjà que c'est difficile de trouver un travail et d'aller chercher un travail. Du coup ici ils nous les offrent un peu quand même, du coup c'est plutôt facile. Depuis la crise, il y a plus tendance à licencier qu'à embaucher, donc cette initiative est vraiment... En fait j'ai pas de qualification, du coup c'est un peu plus dur, mais bon. Et là je me dis que peut-être il y a moyen parce qu'ils ont l'air un peu accessibles. Et c'est un peu préparé pour les jobs étudiants. Hôtellerie, BTP, petite enfance. Au total, 27 entreprises partenaires ont donné rendez-vous aux demandeurs d'emploi. Des rencontres informelles également bénéfiques pour les recruteurs. C'est l'aubaine, on va dire. C'est job d'été à gogo. Donc les personnes qui ont envie de trouver un emploi, une petite mission ou un petit moment avec nous, c'est les bienvenus. Surtout, ce qui est important, c'est le suivi derrière, puisque après on va relancer les candidats avec la boîte à CV. On va pouvoir piocher là-dedans les candidatures qui nous intéressent, nous les partenaires. On a une ville qui est engagée, nous sommes là pour soutenir et participer aussi au maximum. Beaucoup de candidats motivés aussi et certains qu'on va certainement rappeler tout à l'heure pour pouvoir leur proposer du travail. Lors de la dernière édition, sur plus de 1000 entretiens réalisés, 10% ont abouti à des offres d'emploi.